Super, merci. Bonjour et bienvenue à ce web séminaire concernant les droits d'utilisation d'auteurs et d'images. Donc, nous sommes ensemble pour 45 minutes. Ces notions de droit à l'image et d'auteur sont des notions compliquées. Et ce web séminaire, en fait, n'a pas pour objectif de définir comment faire ou ce qui est juste ou pas juste, même si on vous donnera quelques ressources à la fin de cette présentation pour aller plus loin. Mais l'idée est de faire témoigner en fait des personnes dont c'est le métier, des communicants, comme on les appelle dans notre jargon, qui travaillent tous les jours avec ces notions et de voir comment ils les utilisent dans leur quotidien. Alors pour cela, nous remercions Gauthier Rousseau et Florian Pérou. Mais avant de leur laisser la parole, nous allons revenir sur ces fameuses définitions de droit à l'image, de droit d'auteur, mais aussi concernant les licences, avec Vincent Bergeau de Territoriaux, que nous remercions également. Alors pour plus de fluidité, on va vous inviter à poser les questions comme on a l'habitude de faire dans le chat, et on y reviendra donc en dernière partie de web séminaire. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de bons échanges et je vous retrouve tout à l'heure. Vincent, hop, je te laisse. Bonjour. Effectivement, donc Vincent Bergeau, je pense que c'est la première fois que je suis associé au fait d'être un communicant. Donc, c'est une première pour moi, merci. Je vais plutôt essayer de vous traduire depuis la place, effectivement. Vincent, tu n'as plus ton micro. Et là, ça va mieux? C'est bon. Donc, je disais, alors je ne sais pas ce que j'ai dit sur la question d'être associé à un communicant. Et donc, je redis effectivement le fait que c'est de la place d'un contributeur à OpenStreetMap, d'un contributeur à des communs comme Wikipédia, Commons, ainsi de suite, que la question de s'intéresser aux droits d'auteur est venue, aux droits d'image. Et donc, c'est de là, je ne suis pas un juriste, mais je suis depuis maintenant une vingtaine d'années contributeur sur ces questions-là. Donc, pour revenir sur les définitions, va y avoir deux types. On va commencer là, le droit à l'image, que je vais mettre après un peu de côté, parce que ce qui va plutôt être discuté ensuite, c'est la question effectivement du droit d'auteur et des utilisations que vous avez le droit de faire. Donc, le droit à l'image, d'abord, c'est effectivement le droit de toute personne. C'est noté à avoir un regard sur son image et à avoir un regard sur son utilisation. Donc ça, c'est vraiment à partir du moment où vous êtes dans la situation d'être un producteur de ces images et donc de faire ces photos. Et dans ces cas-là, en gros, rien de nouveau sous le soleil, à part il faut une autorisation d'utilisation pour quand vous prenez quelqu'un en photo. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur ça, mais ça, on est vraiment là dans la base, effectivement, sur le droit à l'image. Vous prenez quelqu'un, et quand on parle des enfants, d'autant plus selon le cas, ainsi de suite. À cet endroit-là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a quelques exceptions, effectivement, y compris quand quand on fait partie de la presse. On a une carte de presse et on a des droits, effectivement, d'usage de photos, y compris où on reconnaît les gens. Mais c'est vraiment très spécifique. Donc voilà, juste pour préciser, je pense qu'au niveau du droit à l'image, vous, en tant que producteur, sans doute qu'il y a peu de questions à se poser. Il vous faut une autorisation d'utilisation. On pourra en rediscuter peut-être plus tard. Mais c'est plutôt souvent sur les questions de qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une image que j'ai récupérée. Non, tu pouvais y aller. Effectivement, on n'a pas réglé ça avec Hélène. Euh, mais c'est plutôt quand je récupère une image, quand je récupère un son, une vidéo, un média, quel qu'il soit, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Et où aussi comment je peux régler mes liens avec un artiste, avec un auteur. Et donc très vite, on arrive sur le droit d'auteur et je vais parler que ce qui concerne la France, même si c'est à peu près la même chose au niveau de l'Europe, mais il y a certaines différences assez notables par ailleurs, par exemple avec le droit américain. Il est important de bien avoir la différence au niveau du droit d'auteur, entre le droit moral. Lui, en France, c'est inaliénable, c'est perpétuel, on ne peut pas le retirer. Donc ça, c'est de toute façon, le droit moral est toujours là. Et après, il y a le droit patrimonial, qui lui va plutôt être la partie
qui va permettre de gérer les usages que l'on a derrière de l'œuvre qui est produite par l'auteur. Mais de fait, au départ, et on verra qu'il y a deux formes de donner un accord pour l'auteur. Tant qu'il n'y a pas un accord de l'auteur, on ne peut pas utiliser une représentation, une reproduction d'une œuvre. Je vous ai mis juste, voilà, il y avait à droite la Convention de Berne, ça faisait joli, mais c'est bien pour rappeler, on ne peut pas, le droit d'auteur, quel que soit le cadre, est obligatoire. Donc effectivement, après, c'est quelle utilisation et quel usage je vais pouvoir faire d'un média. Et c'est là où on va dire, deux choses un peu différentes. D'un côté, on a peut-être ce que vous connaissez le plus, qui est le classique contrat de cession de droits patrimoniaux, qui est quelque chose qui est passé entre effectivement l'artiste et une structure qui veut utiliser et se servir de cette œuvre. Et une autre forme qui apparaît de plus en plus, et c'est moi vraiment très clairement le biais que j'ai en venant vous parler ici, c'est définir par la licence ce que les utilisateurs vont pouvoir faire. Donc, si on parle tout d'abord du droit d'utilisation au niveau des droits patrimoniaux, sans doute que pour beaucoup d'entre vous, vous avez déjà effectivement eu à gérer des contrats de cession ou d'utilisation. Et là, vous avez un contrat, un document, effectivement, qui va gérer et définir l'ensemble des usages, des utilisations que vous avez le droit de faire et qui vous sont accordés par l'auteur. Donc là, c'est un contrat, donc c'est à passer avec l'auteur, c'est une forme juridique posée, c'est signé par les parties, ainsi de suite. Et puis, on a une autre version qui apparaît à un moment donné aussi parce que des auteurs disent « mais moi, il y a des choses que j'ai faites, j'aimerais bien que les gens puissent s'en servir sans qu'il y ait tout le temps besoin de définir et de passer un contrat avec eux. » Et donc là, si tu veux bien passer sur on bascule alors sur un format qui a fait apparaître le fait de poser des licences sur l'œuvre qu'un auteur a fait, qui va définir ce que les utilisateurs, dès le départ, ça le définit, vont pouvoir faire de cette œuvre. Et en particulier, deux grands champs qui sont quelles sont les modifications ou pas que je peux faire, ou est-ce qu'il y a des usages commerciaux ou pas que je peux faire. On va y revenir après avec un exemple à travers les licences Creative Commons. Mais juste, je voulais à cet endroit-là rappeler quelque chose. On parle souvent de médias libres de droit, qui est un peu une aberration et c'est même faux complètement, puisque les médias ne sont pas libres de droit. Ce sont des médias qui sont libres par le droit, parce que les licences qui sont posées dessus garantissent justement l'usage qui va être fait de ces médias. Donc, c'est vraiment de ces médias. Donc, c'est vraiment pas libre de droit. Ils sont libres par le droit, et en particulier en France, avec le fait que le droit moral des auteurs est de fait toujours présent. Donc ça, c'est dans tous les cas, avec des médias dits de libre diffusion, avec une licence de libre diffusion, il n'empêche que le droit moral des auteurs est de fait toujours présent. Ce que l'on connaît, les usages commerciaux, c'est par exemple le fait de vendre l'image, on y reviendra peut-être après, et c'est souvent aussi une des ambiguïtés dans tous les cas qu'il peut y avoir sur la question des usages commerciaux. Donc on pourra peut-être y venir après. Alix, je vois la question en même temps et j'ai oublié qu'on en reparlait après. Donc, sur les usages commerciaux, c'est vraiment la question de la vente directe qui est inclus, mais ça peut être aussi, est-ce qu'à un moment donné, l'utilisation effectivement de cette œuvre, de ce média, rentre dans un contexte commercial. Moi, pour donner des exemples, sur des formations, par exemple, j'ai beaucoup de mal à utiliser, parce que je suis payé pour faire ces formations, à utiliser des éléments où il y a marqué qu'on ne peut pas avoir d'usages commerciaux. Parce que même si je ne vends pas directement l'œuvre, l'objet en lui-même, il n'empêche que c'est dans le cadre d'une relation commerciale, effectivement, à ce moment-là. Donc, c'est très, très intéressant, voilà, ces questions-là. Mais si les brochures sont vendues, enfin, on pourra reparler peut-être plus tard.
Sinon, on rentre dans le débat, c'était pour la suite, je pense. Donc, dans les exemples, justement, et en particulier, il y a tout un tas de licences existantes, mais les plus connues sont souvent les licences dites Creative Commons. Donc, c'est celle-là que je voulais vous présenter assez rapidement, effectivement, en ayant juste en tête que c'est pas parce qu'il y a une licence Creative Commons que c'est libre et qu'on peut tout faire. Attention, encore une fois, c'est vraiment pas des licences qui sont des licences qui disent qu'on peut faire ce que l'on veut et comme on veut. Au contraire, c'est plutôt justement des licences qui disent précisément ce que l'on a le droit de faire et qui définissent les usages que l'on a. Mais en prenant l'inverse, c'est-à-dire contrairement à l'absence de licence, ces licences, par défaut, précisent bien l'usage que l'on va pouvoir faire. Dans tous les cas, on va se retrouver dans les licences avec 4 éléments qui sont le BY, qui correspond à l'auteur, le SA pour le share alike, le partage à l'identique, on pourra détailler, le NC pour non-commercial et le ND pour non-dérivative, excusez mon anglais. Ça va nous donner tout un ensemble de licences qui vont, par la position de ces BY, SA, NC, ND, définir l'usage que je peux faire. Donc, par exemple, si j'ai du CC BY, qui est le minimum, puisque je suis dans l'obligation, dans tous les cas, de citer l'auteur, ça veut dire que, par contre, derrière, je peux avoir une utilisation de cette image, je peux modifier, adapter, changer cette image. Je prends l'image, mais ça pourrait être un son, ça pourrait être une vidéo, ainsi de suite. Je peux avoir une utilisation commerciale de cette image. Et enfin, je peux aussi, dans le cas du CC BY, modifier la licence, voire donc m'approprier l'œuvre. Dans le cas du CC BY SA, donc share alike, je vais pouvoir aussi utiliser, partager, je vais pouvoir aussi adapter, modifier, je vais pouvoir aussi avoir une utilisation commerciale. Par contre, si je fais des modifications, des adaptations, des changements, je suis dans l'obligation de partager mon résultat avec la même licence. Je ne peux pas m'approprier ce travail-là. Et enfin, les autres vont définir, par exemple, le fait, je ne souhaite pas d'usage commercial de mon œuvre, donc le NC non-commercial, donc il ne peut pas y avoir dans ce cas-là d'usage commercial. Ou alors, je ne veux pas de modification. Et par exemple, on aura donc du ND, du non-dérivative, et je ne veux pas qu'il y ait d'usage de dérivés fabriqués, mais par contre, il pourrait y avoir des utilisations commerciales néanmoins. Et ainsi de suite. Donc, ça représente au final 6 licences qui ont toutes bien la précision de qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Enfin, et là, je ne l'ai jamais fait aussi vite, je pense, en 2 mots, si vous trouvez un média, qu'il n'y a pas de licence visible, alors, dans ce cas-là, il va falloir se tourner vers tout ce qui est CGU d'un site, ainsi de suite, donc les conditions générales d'utilisation, peut-être du site où vous avez récupéré le média. Ou alors, ça passe très rapidement, effectivement, par des contrats de cession. Et donc là, oula, le cession, cette faute, vous avez vu. Et donc, effectivement, contrat de cession avec l'auteur. Et si vous voyez sur le média une licence, alors, cette licence, en particulier dans le cas des CC BY, des Creative Commons, c'est explicite ce que vous avez le droit de faire, modification, usage commercial, ainsi de suite. Et je ne pouvais pas ne pas poser la question de savoir si, de votre côté, vous tous, toutes, est-ce que vous publiez vos médias avec justement une licence qui permet un réusage pour valoriser les territoires sur lesquels vous êtes? Voilà, je m'en arrêterai là. Merci, nous avons parfaitement tenu le timing, c'est parfait. On verra si les collègues du réseau répondent à ta question à la fin de Web Séminaire. Merci Vincent, nous allons poursuivre avec nos témoins. Donc nous avons à nos côtés Gauthier et Florian et nous allons commencer avec Gauthier.
Gauthier, donc nous avons prévu 3 questions à te poser. Tu as été pendant 15 ans chargé de projet e-tourisme à l'OT du Grand Villeneuvois, donc la plupart d'entre nous te connaissent pour ça. Et aujourd'hui, tu es directeur du château de Bonaguil, donc toujours dans le Lot-et-Garonne. Et je crois savoir que ton quotidien aussi, c'est autour de la communication et donc c'est ton quotidien, toutes ces notions-là. La première question qu'on va te poser, c'est comment as-tu dans le passé et gères-tu aujourd'hui cette question des droits d'auteur, d'image et d'utilisation dans ton quotidien? Alors, effectivement, mon premier poste à l'office de tourisme, je suis arrivé sur un poste qui n'était pas du tout en communication. Donc, je suis arrivé sur le tard dans vraiment le dur de la communication et j'ai repris une photothèque qui était existante, mais qui n'avait pas été vraiment bien gérée. Donc, on avait beaucoup de photos dont on ne connaissait pas les auteurs et beaucoup de photos avec des personnes présentes sur les photos dont on n'était pas sûr qu'elles aient donné leur autorisation. Donc, donc je suis reparti un petit peu à zéro sur tout ça et donc j'ai refait appel à des photographes. D'abord, j'ai commencé par créer du contenu moi-même. J'avais suivi la formation reporter de territoire de la MONA. Et donc forcément, quand on crée le contenu soi-même, déjà au niveau des droits d'auteur, c'est plus facile. Voilà, le copyright, il est simple. Euh, et ensuite, du coup, j'ai mis en place un fichier à faire signer aux personnes que je prenais en photo. Voilà, comme ça, j'étais plus ou moins assuré de leur autorisation aussi. Et ensuite, pour faciliter la gestion de la photothèque, j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver mon système, mais j'ai fini en fait parce qu'on n'avait pas les moyens en fait d'acheter un logiciel de photothèque en fait. Donc j'ai fini par renommer tous mes fichiers avec une nomenclature un peu normalisée, ce qui déjà d'une part permet de faire des recherches par thématique ou par mot-clé, mais qui surtout permet d'identifier et ben, tout simplement le nom du photographe. Voilà, dans le nom du fichier, je mets toujours le copyright avec le nom du photographe et je rajoute aussi l'année. Donc comme ça me permet, lorsqu'on voit des personnes sur les photos, d'aller rechercher dans mes fiches d'autorisation, d'aller les rechercher par année au besoin. Voilà, donc j'ai toujours cette version papier obligatoire de l'autorisation et du coup, je les classe par année. J'ai eu une fois un cas d'une ancienne photo qui avait été faite par un photographe pro. Alors le problème aussi qu'on avait à l'office de tourisme où je travaillais, c'est que les anciens reportages photos qui avaient été réalisés, personne ne savait où étaient les contrats. Donc forcément, on ne pouvait pas non plus savoir quel était l'usage des photos prévues, quelle était la durée éventuelle d'utilisation de ces photos, parce que certains photographes limitent la durée d'exploitation des photos dans le temps. Et donc, je me retrouvais avec toute une série de photos faites par des pros, achetées par l'Office de tourisme, mais dont on n'était pas sûr de pouvoir toujours les utiliser. Voilà. Et donc, j'ai eu une fois une personne qui s'est reconnue sur une photo qu'on utilisait depuis longtemps et qui nous a contactés en nous demandant d'arrêter. Donc j'ai mis un petit moment à retrouver s'il était sur d'autres photos, voilà, retrouver toutes les photos aussi qui étaient dans la base de données, enfin dans notre photothèque. Les photos avaient été dupliquées par thématique, donc il y avait la même photo qui se retrouvait dans 15 dossiers différents. Donc pour faire ce tri-là et vider la photo, ça a été un petit peu compliqué. Mais ça ne m'est arrivé qu'une fois, en fait, d'avoir une personne qui voulait plus être sur les photos et qui pourtant avait accepté à l'époque. Mais par contre, j'ai jamais retrouvé de son autorisation écrite en fait d'origine. En fait, les photographes pros avec lesquels on a pu travailler, certains gèrent eux-mêmes les droits à l'image des figurants et on n'a pas toujours accès en fait aux documents signés par les figurants malheureusement. Donc du coup, sur les derniers reportages que j'ai pu faire avec figurants, je préparais quand même moi-même la fiche pour être sûr de l'avoir et je le faisais signer moi-même en fait pour avoir l'autorisation. Parce qu'au final, c'est le photographe qui réalise la photo, mais c'est quand même nous qui allons l'exploiter derrière. Voilà. Ok.
Aujourd'hui, tu travailles au sein d'un site touristique, donc le château de Bonaguil. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change en termes de gestion de ces droits? Non, c'est absolument rien ne change au final parce que, on a les mêmes besoins, qu'on soit office de tourisme ou site, touristique, on a les mêmes besoins. On exploite les photos alors assez sur nos supports papier également, sur nos réseaux sociaux également, enfin tout ce qui est voilà. Hem, la petite différence, c'est que, bah, du coup, moi en tant que prestataire, je vais, donner mes photos à l'office de tourisme. Heu, voilà, je suis de l'autre côté un petit peu maintenant du miroir et donc il faut que je m'assure que les droits soient libres aussi pour être donnés à l'office de tourisme, à la DRT ou aux autres partenaires. Et ça, c'est des choses que je faisais déjà, à l'office de tourisme de toute façon. Quand je faisais un contrat avec un photographe pro, bah, je délimitais les champs d'utilisation possibles de la photo. Donc je mettais toujours les supports, print et numériques, à disposition de l'office de tourisme au jour de la signature et ceux à venir, ainsi que, les supports, des partenaires institutionnels, et privés de l'office de tourisme. Ça me permettait de donner les photos, à des prestataires, des hôteliers ou des gîtes et cetera qui voulaient mettre quelques photos du territoire sur leur site. Ça me permettait de donner les photos aussi, à la DRT, pour mettre sur, le site ou sur le magazine. Et donc, bah, au final, au château de Bonaguil, c'est la même chose. C'est même encore plus important pour moi de pouvoir diffuser ces photos-là, puisque j'ai besoin que mon site soit mis en valeur le plus possible sur tous les supports des partenaires, que ça soit office de tourisme, département, et cetera. Voilà. Ouais. On a souvent quand on travaille avec des photographes, pros, il y en a pas beaucoup qui proposent, la licence ou les contrats dont on vient juste de parler. Malheureusement, c'est souvent le devis, et la facture ensuite qui font foi sur, l'utilisation des photos. Donc, c'est assez, par contre ça, c'est la difficulté que j'ai, retrouvée autant au château de Bonaguil qu'à l'office. Quand on travaille avec des photographes pros, ils sont pros sur le contenu, mais pas forcément sur la forme du partenariat. Et de tes expériences passées, quels seraient les conseils et écueils, à éviter que tu pourrais donner à tes collègues du réseau? Bah, alors justement, je vais un peu de le dire, mais les conseils, c'est d'une part de toujours, s'assurer d'avoir l'autorisation, hein, quand il y a des figurants ou des personnes sur les photos, toujours avoir leur autorisation, de bien les conserver jusqu'à, bah, tant qu'on utilise les photos, il faut conserver les signatures de droit à l'image qu'on a pu faire. Moi, le conseil que je peux le donner, c'est de les classer par année. Et après, de nommer ou enregistrer les fichiers, ça dépend des outils pour la photothèque, mais toujours les répertorier aussi par année. C'est-à-dire que mettre toujours le lieu, où a été prise la photo quand on a un territoire d'office de tourisme, notamment avec, plusieurs dizaines de communes. Donc le lieu, ce que la photo représente, le copyright du photographe et l'année. Comme ça, quand on a un besoin de rechercher, le droit à l'image, on va directement chercher dans l'année en question. Ou si on a un contrat avec un photographe, par exemple pour 5 ans, ben, on sait que, au bout de 5 ans, la photo, ben, on la supprime. Voilà, donc ça peut être, un des premiers conseils. Autre conseil, alors on n'est plus tout à fait sur les droits à l'image, mais c'est mon dernier déboire que je voudrais partager avec vous et du coup, ça va se transformer en conseil. Là, c'est plus sur la qualité des fichiers, remis par le photographe. Hem Dans le sens où, en fait, là, mon dernier, reportage photo, j'ai fait appel à un pro du drone pour avoir des belles photos de drone du château, ce qu'on n'avait pas encore quand je suis arrivé. Et le photographe, donc, a considéré son travail comme un travail de prise de vue en drone et pas, un travail de retouche photo. Donc il m'a livré des fichiers bruts. Voilà. Donc du coup, ici, je suis pas équipé, de Photoshop ou autre comme je l'étais à l'office. Je n'ai pas pu retravailler moi-même les fichiers. Donc voilà, je me suis retrouvé avec des fichiers, bruts, et inexploitables. Donc ça, bien, cadrer en fait, sur le contrat. Déjà, le conseil, ça peut être de essayer d'avoir un contrat avec le photographe, d'éviter de rester sur le simple devis facture parce que c'est très, très limité après, pour le suivi. Et donc, ben, de tout voilà, tout cadrer sur le contrat,
y compris l'utilisation commerciale, parce que ça, j'ai eu aussi j'ai eu le cas sur l'office de tourisme, un photographe qui acceptait donc l'utilisation commerciale des photos, à savoir euh, création de produits, pardon, de boutiques pour la vente donc de mugs, de cartes postales, etc. Par contre, quand on utilisait, enfin quand on avait de la presse payante qui nous demandait les fichiers, le photographe n'était pas d'accord sur cette utilisation-là parce que pour lui, il considérait que le magazine devait lui racheter les droits des photos. Voilà. Donc ça aussi, vraiment bien cadrer les différents usages et essayer de détailler au maximum les possibilités, quoi. Voilà, produits boutiques, goodies, presse payante, presse gratuite, magazines spécialisés, etc. Voilà, ça peut être aussi un autre conseil pour éviter après d'avoir à toujours demander à chaque besoin d'utilisation, redemander au photographe s'il est d'accord. À partir du moment où c'est cadré dans le contrat sur un usage, on n'a plus besoin de demander à chaque fois. Et la deuxième chose, c'est d'éviter d'avoir des photos magnifiques que finalement on peut très peu utiliser parce que le photographe dit non après à chaque demande. Voilà. Merci Gauthier pour ton témoignage et tes conseils. S'il y a des questions dans le chat, on y reviendra tout à l'heure. Je vous propose de poursuivre avec Florian. Florian, donc toi, tu es chargé de projet e-tourisme depuis 16 ans à l'Office de tourisme du pays de Saint-Jean-de-Mont, donc en Vendée, la région voisine. Et tu as aussi une société qui s'appelle Vendée Web, qui fait de la photo, des vidéos et qui s'occupe aussi des réseaux sociaux. Donc, tu es côté aussi prestataire. Et j'ai 3 petites questions à te poser également. Et je sais que tu as préparé du contenu aussi derrière pour illustrer tes propos. Donc, la première question, c'est comment est gérée la création de contenu dans ta structure? Florian, tu n'as pas ton micro d'ouvert. C'est bon. Oui. Bonjour à tous. Effectivement, je suis à l'Office de tourisme, maintenant Pays de Saint-Jean, c'était Notre-Dame-de-Mont. Depuis qu'on a fusionné, maintenant, on est 5 communes avoisinantes. Nous, donc depuis 7 ans, je suis au Pays de Saint-Jean-de-Mont. Et depuis 7 ans, en fait, nous, on se sert beaucoup justement de création de contenu en interne par rapport à notre travail. Donc, on est 27 au total à l'Office, ce qui est énorme. Et tu peux passer à la page après, si tu veux. Et nous, en fait, en interne, on utilise beaucoup l'image pour tout ce qui est site internet, blog, RS, emailing, brochure et compagnie, presse, et photos et vidéos. Et du coup, à partir de ça, nous, on s'en sert aussi pour tout ce qui est influenceur et compagnie. Et on fait effectivement appel à des photographes extérieurs aussi, parce qu'on n'est pas capable de tout faire non plus. Et c'est pour ça qu'au sein du Pays de Saint-Jean, on est 2. Donc, il y a Michel Arnaud, mon collègue, qui est là, lui, depuis 20 ou 22 ans, je pense. Et donc, lui, il est vraiment un social media manager. Et à 2, en fait, nous, on fait beaucoup de photos, vidéos en interne, tout ce qui est production, montage, marketing et compagnie. Et après, il y a moi aussi derrière qui, depuis 2021, moi j'ai eu mon diplôme de drone, ce qui nous permet en gros de faire pratiquement répondre à toutes les demandes en interne. Et en plus, on a tout ce qui est nous PAO, donc suite Adobe et compagnie, donc Photoshop, InDesign et Illustrator. Et moi, depuis maintenant 7 ans, ben, on organise avec mon collègue tout ce qui est photothèque qui est en interne et aussi un peu externe. Et c'est grâce à ça, en fait, que nous, comme je l'ai déjà dit, on fait beaucoup de choses en interne. Et on appelle aussi de temps en temps nos collègues, donc la page après, voilà, qui nous permettent effectivement de faire pas mal de power à demander à l'extérieur du personnel et compagnie. Et on a la chance d'avoir un panel de 7 à 77 ans presque, et qui permet en fait d'avoir aussi des enfants en interne et des personnels de toute catégorie d'âge. Et grâce à ça, ça nous a permis de faire pas mal de choses
notamment au niveau de la photo, sur la plage avec les collègues. Pour ce qui est TikTok, on s'en sert beaucoup aussi pour représenter un peu les personnes. On a commencé, nous, par des collègues un peu plus jeunes et un peu plus dans l'actualité. Et on fait aussi pas mal de reportages aussi en interne, tout ce qui est vidéo chez les pros. Donc vraiment, comme on le dit, on utilise beaucoup de photos de réalisation en interne, donc notamment pour tout ce qui est événements spéciaux. On va sur le terrain. On fait aussi un film promotionnel avec des cascadeurs du coin, où on a réalisé vraiment en interne 95% du film à Saint-Jean-de-Mont, enfin sur le pied de Saint-Jean-de-Mont, ce qui était assez compliqué à l'époque, avec moi plutôt partie drone et mon collègue plutôt partie sol. Et ça nous a permis de faire pas mal de montage et de le présenter après aux prestataires. Après, du coup, on parle quand même, on part pas non plus un tambour battant. On fait beaucoup de choses en interne, mais pour ça, du coup, on prépare vachement en avance. En fait, on a un tableau qui récapitule un peu tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on a besoin de faire dans l'année, avec par rapport à nos plannings. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on met beaucoup. Comme on a un télétravail une journée sur 5 avec mon collègue pas en même temps, si on n'organise pas ça, on est un peu des fois un peu pas débordé, mais avec la météo qui n'était pas toujours favorable, ça peut être compliqué. Donc, après, la slide après. Donc, pour ce faire quand même si on fait beaucoup de choses en interne, on a fait appel cette année en 2019 et en 2023 à 2 prestataires extérieurs, 2 photographes, dont un était déjà venu en 2019 et qui nous a vraiment sorti de très belles photos. Qui, par contre, à l'inverse de Gauthier, était déjà toute faite et toute belle et toute prête pour nous. Et même, ils en ont fourni plus que prévu, ce qui était pour nous sympathique. Donc, on a vraiment, nous, on a vu avant en interne aussi ce qu'on avait besoin. Si tu veux la slide d'après. Donc, par ville, encore une fois, comme on a 5 villes, on avait 5 destinations à faire. Donc, on avait bien posé ensemble tout ce qu'on voulait faire. Et après, et grâce à ça, on est parti, nous, sur un planning des endroits à faire et à photographier. Donc là, par contre, c'est que de la photographie. Et là où c'était intéressant aussi, c'est de voir si en interne ou pas, on avait du personnel pour poser sur les photos, si on avait besoin de matériel extérieur et compagnie. Donc tout ça, c'est quand même, enfin, vous connaissez tous, hein, mais c'est quand même, faut jongler entre le temps et puis la météo, le matériel et les dispos de chacun. Et ça a été un petit peu, enfin, les forces cette année, c'est fait dans les bonnes conditions. Donc après, il nous fournit tout. En fait, il nous fournit toute sa base de photos que nous, on reclasse après par ville, par année, et puis aussi par thème. Donc on a, nous aussi, en interne, une stratégie pour nommer les photos avec dessus le nom du photographe, la date de validité et le lieu, en fait. Donc ça nous permet après, pour faire des recherches en interne plus rapidement, et d'avoir justement de la matière pour pratiquement chaque ville, quoi, en plus de tout ce qu'on fait. Pour ça, on a quand même, nous, signé, alors là-dessus, il est peut-être, enfin, il est même très bien. On a un contrat, on a un devis où on signe la cession de droits d'auteur, les frais, la remise de minimum 100 photos, les prises de vue sur 3 jours. Et après, dans la facture finale, on a aussi, c'est lui qui nous fournit un contrat type où on dit chacun ensemble ce qu'on veut faire, quoi. Pour quel usage on le fait. Et là-dessus, c'est carré. Et là, on va même renouveler quand on a des photos de 2019 qui sont encore sympathiques, qui vont bientôt arriver à terme dans 2 ans. Donc, lui, son contrat, c'est 7 ans. Donc après, on renouvelle encore un petit peu si on veut. Et pour moi, c'est clair et net. Et puis, on a toujours bossé ensemble, et c'est très sympa. Et donc, deuxième photographe qui est venu, qui a été fourni par Vendée Expansion, qui avait demandé un appel à candidature pour avoir justement tout ce qui était photographe du coin.
Donc, non seulement Vendée Expansion avait négocié avec le photographe la prestation, enfin 5 prestations sur tout le territoire, et en plus, nous on a divisé par 2 en fait les frais finaux, parce que ça a été en fait réalisé pour nous, mais aussi pour eux, enfin, pour Vendée Expansion, pour eux aussi il y a de la matière. Donc ça a été fait aussi cette année en début d'été. Donc, ce qui fait que, en termes global, on a quand même pas mal de photos exploitées et ça peut être sympa. Après, en interne aussi, par contre, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on fait une autorisation de prise de vue, même pour les employés, par contre, pas vraiment pour tout le monde et encore mieux pour les mineurs. Mais en fait, dessus, on met vraiment tout ce qui concerne l'adresse, la date de prise de vue et l'autorisation finale. Et à côté de ça, on a une collègue qui gère en fait tout ce qui est l'engagement. Euh, En fait, on met une date de début et une date plus ou moins de fin. On fait un contrat dedans, quoi. Et ce qui permet en fait de se dire, bah, à telle date, en fait, on supprime les photos qu'on n'a plus le droit, quoi. Donc ça, une mise à jour assez importante, mais qui est vraiment nécessaire pour au sein de l'office pour être des données en cas de problème. Et du coup, en interne, on utilise aussi une photothèque. Avant, on était chez iPhoto, où du coup, on donnait un code aux prestataires pour qu'ils aillent prendre les photos ou la presse. Et ça coûtait extrêmement cher et du coup, c'était pas non plus super regardé. Donc, on a pris une solution qui s'appelle Pcloud, où on a remis dedans en fait tout ce qui était éléments photo, vidéo et communication. Et pareil, les prestataires en fait vont pouvoir regarder avec un code et les télécharger. Mais ça, c'est quelque chose d'assez récent qui les prestataires n'ont encore pas accès. C'est dans les semaines qui vont arriver. Et du coup, pour avoir accès à ça, ils signent quand même une charte d'accès de kit de communication qui nous permet aussi de savoir ceux qui n'ont pas accès à ça. Parce que c'est un même mot de passe et même code, donc après on ne sait pas trop qui regarde du coup. Et là, l'avantage, c'est qu'en fait, ils s'engagent à ne pas commercialiser les photos qu'ils ont prises ou pas et en faire n'importe quoi. Et nous, ça nous arrivait justement récemment d'avoir un autre office qui permet, un GIC qui faisait pas partie des partenaires, qui voulait utiliser la photo, mais comme elle n'était pas partenaire, du coup, elle peut le droit. Et après, pour tout ce qui est réseaux sociaux, pareil, sur Instagram, du coup, à chaque fois qu'on fait des reposts, pour moi, c'est le droit d'image et le droit d'utilisation. On fait une demande chaque fois à l'auteur et on le cite sur chacune de nos publications. Et c'est pareil pour TikTok et autres. Là, du coup, on a vraiment fait en interne beaucoup de choses avec des collègues. Et nous, dans les contrats de travail, le nouveau contrat de travail, c'est marqué dedans, en fait, un droit à l'image. Et pour les anciens, on a signé une convention, justement, pour tout ce qui est droit à l'image. Pour avoir, encore une fois, être dans les clous. Ouais, on se sert aussi beaucoup des photos au reportage pour tout ce qui est journaux, TV et compagnie. Et quelques futurs films qu'on envoie en fait des séquences pour eux. Et puis après, du coup, on fait aussi des opérations de calendrier qu'on ne revend pas, mais qu'on donne aux prestataires à notre réunion chaque annuelle. Et en interne aussi, on a fait quelques photos, tout en leur demandant justement un panneau Instagram qui recense un peu justement les belles photos du coin. Par rapport à Vendée Web, du coup, c'est un peu différent. Moi, j'ai ma société, parce qu'à l'époque, je n'étais pas à plein temps, donc du coup, j'avais ma société à côté. Mais en fait, La moi, deuxième... ouais, deuxième question, excuse-moi. Non, non, c'était juste comme tu as la particularité d'avoir une activité indépendante à côté de l'office, est-ce que tu remarques une différence dans la gestion des droits d'auteur, d'image, d'utilisation? En fait, moi, en tant que photographe à côté, moi, je m'en sers pour les envoyer de temps en temps quand je fais des photos sur mon temps de travail et même en dehors de mon temps de travail. J'envoie à la presse où, du coup, après, ils font des reportages, donc avec des mises en avant du paysage de chez nous ou d'ailleurs. Mais moi, en fait, comme j'ai des clients qui sont des campings ou artisans, eux ont déjà en fait cette notion de droit à l'image dans leur société. Donc, du coup, moi, je fais une prestation et après, je leur donne, pareil, toutes mes photos. En fait, c'est eux en interne qui ont signé ou pas une charte avec leurs clients, quoi. Donc, moi, en termes de gestion de droit d'auteur, j'ai pas trop de problèmes, d'autant que
La majeure partie de mes photos, c'est plutôt du paysage, en plus, donc ça y est après. Et du coup, on n'a pas trop, j'ai moins de problèmes de droit à l'image. Après, ça m'arrive même des fois de temps en temps de mettre ma signature quand je n'oublie pas, donc, ce qui permet des fois de tracer un peu les photos. Mais toutes mes photos, en gros, que je fais en interne, je les mets aussi au sein de l'office. Donc, en gros, on n'a pas, c'est un commun accord. Donc, voilà, on n'a pas de problème avec ça. Donc là, après, ouais, tout ce qu'un camping et compagnie. C'est pareil, c'est du bon sens et d'un commun accord avec l'office que je disais. Et du coup, c'est la même question que Gauthier. Voilà. Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu peux parler de, voilà, des écueils que tu as pu rencontrer pour tes collègues, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai divisé en trois parties, le avant, pendant et l'après. Donc, tout ce qui est avant, il faut quand même voir qui, quoi, quand, où et où, qui en a besoin, le matériel et compagnie, bien planifié par rapport à tout ce qui est drone, notamment moi, en drone, il faut savoir qu'il faut déclarer normalement une semaine avant la prestation, ce qui peut être compliqué des fois sur un beau et compagnie. Donc là, ça demande un peu ben, de gestion. Pour tout ce qui est matériel de transport et compagnie, aussi demander les autorisations, les arrêtés préfectoraux et compagnie. Donc, pareil, il faut anticiper aussi avant. Tout ce qui était contrat avec intermittent qu'on a fait justement après la vidéo pour avec les cascadeurs, il fallait faire des déclarations au Buzo et compagnie. Donc, on a quand même pas mal de choses à voir en avant d'appuyer sur la photo, la vidéo. Le pendant, après, du coup, ouais. Donc, toujours avoir une aide pour des collègues qui viennent nous aider, c'est toujours sympa. Mais pensez aussi à prendre des autorisations et confirmer la présence au mairie. Faut pas que des fois on soit en porte-à-faux ou des fois que les gens appellent la mairie et nous disent bah, écoutez, l'estacade est fermée, pourquoi machin. Donc là, du coup, nous, on a été assez prévoyants parce que c'est des lieux touristiques qui sont assez sympathiques et enfin, c'est compliqué à fermer. Donc, voilà. Du coup, là, après, euh, encore une fois, bien nommer les photos, les dons, le nom et la date de validité. Nous, en interne, on a un serveur, un photothèque en interne où ils sont toujours classés avec une mention, justement, pour pas que tout le monde utilise les photos. Euh, on donne aussi accès à certaines photos par le biais du partenariat. Nous, on donne 30 photos aux partenaires, comme ça on est sûr de pas être, que tout ne soit pas diffusé. Et puis, pensez à N-1 ou N-2 à renouveler la durée d'utilisation pour pas avoir justement de problème à la future. Alors, pour les questions, c'est pareil. Je vois que ma collègue Camille les note. On y reviendra dans quelques minutes. Merci, Florian. On arrive à la fin de ce web séminaire. Il est 11h45 pile. Vraiment bravo pour avoir respecté le timing. Avant de passer aux questions, on voulait juste vous présenter en fait cette infographie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est issue du cahier pratique de l'agence patrimoniale du patrimoine immatériel de l'État, pardon, qui s'appelle Droit d'auteur, droit à l'image, les étapes essentielles pour utiliser un contenu. Donc, on vous a mis le lien. Vous pourrez aller retrouver. Il y a une vingtaine de pages et c'est assez précis. Et là, en fait, ils sont partis d'un point de départ. Je veux utiliser un contenu existant, que ce soit une image, une photo, une vidéo. Bref, quelles étapes dois-je suivre? Et donc, ils définissent les étapes. Je détermine les utilisations que je souhaite faire du contenu. Je vérifie que les utilisations sont permises. Donc là, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Je mentionne le nom de l'auteur et je veille au respect de son œuvre. Et enfin, je tiens compte des personnes et des objets identifiables. Donc, c'est tous ceux dont vous venez de parler. Donc, je remercie vraiment Vincent pour la définition de toutes ces notions qui ne sont pas forcément évidentes. Et moi, j'ai appris quelque chose sur le côté, une image, par exemple, est libre de droit. Non, on ne peut pas en faire ce qu'on veut quand même. Hein. Donc ça, j'ai bien retenu ça. Merci à Gauthier et merci à Florian pour votre partage d'expérience, que ce soit donc dans les offices où vous étiez, où vous êtes, dans la partie côté prestataire, que ce soit un site touristique ou côté voilà, production de contenu.
Puis je vous propose maintenant de passer aux questions. Donc Vincent, est-ce que tu peux préciser les usages commerciaux dont tu évoquais tout à l'heure les éléments? Donc une question d'Alix. Alors, j'en ai profité pour essayer de chercher un peu. En fait, si on regarde du côté des Creative Commons, c'est donc de l'usage non commercial. Donc, par défaut, on va dire que le reste, ce sont des usages commerciaux. Le non commercial, c'est vraiment le fait que l'on n'a pas le droit de s'en servir dans un objet qui est principalement destiné ou orienté vers un usage commercial, avec compensation monétaire ou une compensation monétaire. Donc, en gros, par défaut du usage commercial, effectivement, c'est à partir du moment où l'image est utilisée dans un cadre où il y a un avantage commercial qui est apporté et ou une compensation monétaire. Donc, vendre directement l'œuvre, de fait, c'est un usage commercial. Alors, est-ce que pour une office de tourisme, par exemple, un site web, le fait de mettre une image dessus amène un avantage commercial pour l'office de tourisme en tant que destination et tout ça? C'est là où je pense on rentre dans des questions qui sont un tout petit peu complexes à définir. Mais par contre, si c'est la question de savoir sur un goodies, ainsi de suite, évidemment que là, on est sur des usages commerciaux derrière. L'image que l'on va mettre dessus, ainsi de suite, va être de fait par la suite utilisée avec un usage commercial. Donc, s'il y a une licence non commerciale, telle que les licences Creative Commons NC, on n'aura effectivement pas le droit de s'en servir pour faire des goodies, pour faire ainsi de suite, de fait. Je ne sais pas si je réponds je crois que c'était Alice. Alix. Oui. Alix. Alors, je n'ai pas accès aux questions. Je ne sais pas si Camille, Alix répond, mais elle demandait justement si c'était le cas pour les brochures groupes des ADT, par exemple. Alors, comme je ne sais pas exactement ce qu'est une brochure groupe, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais est-ce que ces brochures sont vendues après? Est-ce que ces brochures, qu'est-ce qu'on fait en fait de... Les brochures ne sont pas vendues, mais je pense que c'est pour vendre des produits touristiques. Oui, Si c'est donc pas de fait, ça rentre pour moi dans des usages commerciaux derrière, puisque ça a quand même un objectif, à un moment donné, de vendre des choses et de vendre. Donc, je pense que c'est de l'usage commercial. Pour moi, ça se rapprocherait de l'usage commercial. Et le NC aurait du mal, une image qui serait en non commercial, à mon avis, aurait du mal à être intégrée dans des objets comme ça, oui. Gauthier, Florian, vous voulez compléter par rapport à votre expérience? Moi, après, je j'ai pas la maîtrise vraiment légale du sujet, mais moi, par expérience, on considérait comme usage commercial quelque chose où la photo est utilisée pour être vendue par elle-même, donc les goodies, les produits boutiques, à la limite un magazine, ce que je disais tout à l'heure, dans la presse payante, un journal, un magazine payant où la photo se retrouve. Là, il y a un usage commercial qui est direct. Après, quand il s'agit d'assurer la promotion d'un produit payant, la photo elle-même, elle n'est pas commercialisée, c'est le produit derrière qui est commercialisé. Donc, c'est un usage, pour moi, c'était un usage plus de promotion, communication, qui du coup rentrait pas dans le côté commercial. Voilà, mais bon, après, voilà, moi, je maîtrise pas autant le côté juridique. Ouais, alors est-ce que cette image n'amène pas un avantage commercial de par la qualité de cette image dans le cadre de cette brochure? Enfin, mais là, je pense qu'on rentre effectivement, et Oui, bien sûr, mais dans ce cas-là, ça veut dire que toutes les photos qui sont créées par un office de tourisme ou pour un office de tourisme, elles ont un usage commercial derrière, puisque le but, c'est de promouvoir une destination ou un produit ou un site touristique, là, dans mon cas, aujourd'hui. Donc forcément, on espère un usage commercial derrière, en tout cas une retombée économique. ben, je suis pas loin d'être d'accord avec ça. Mais encore une fois, c'est peut-être un point très précis à poser à des vrais juristes, entre guillemets, ou s'assurer que les licences posées, justement, permettent l'usage commercial. Et en fait, la question se pose plus, en fait. Florian, est-ce que tu D'ailleurs, as... il y avait une autre question qui rejoignait ça, qui était est-ce que si on indique tout droit commerciaux, du coup, on n'a pas besoin de détailler quels usages, Voilà. mais bon, là, je Oui, sais pas ce effectivement, que. question de Céline. Si dans un contrat est indiqué tout droit commerciaux, on n'a pas besoin de détailler où l'artiste peut refuser un usage commercial quand même.
Tout dépend des relations déjà avec l'artiste. C'est ça. Donc, nous, c'est vrai que ça fait 2 fois qu'on fait bosser le même prestataire et on a vendu des cartes postales et des goodies avec ces photos. Ça n'a jamais été trop problématique vis-à-vis de lui. Moi, je reviens sur ce que disait Gauthier. C'est vrai que nous, toutes les photos qu'on fait, c'est pour la promotion. Donc, après, la jauge est limite sur commercial ou non commercial. Après, nous, encore une fois, on a la chance d'en faire beaucoup en interne. Donc, après, on pourrait se poser aussi la question, nous, avec mon collègue, des droits enfin, par rapport à notre situation. Parce que mon collègue aussi a sa société à côté. Et voilà, ça peut être un peu, des fois, enfin, on fait des photos aussi le soir et le week-end. Donc, voilà, c'est bon. Hein. À partir du moment où il y a une relation de confiance avec les deux parties, après, on sait que les problèmes arrivent toujours après. Mais pas Hmm. plus. Une autre question pour toi, Vincent. Les CC permettent bien de défendre les droits d'auteur et d'usage devant la justice au besoin. Ouais, donc je suis aussi allé regarder pendant. Et donc, oui, a priori, donc il y a bien une concordance avec le droit. Et donc, il y a bien effectivement, si besoin est, ça peut être utilisé effectivement pour ester en justice quelque chose qui n'irait pas. Donc, a priori, il y a une reconnaissance par le droit. Pour vous donner après quelques exemples, ça fait partie de licences qui sont reconnues et utilisées. Récemment, le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, euh, impulse le fait que les chercheurs, dans la publication de leurs articles, publient en CC BY, Creative Commons, auteur, pour justement pousser aussi un partage de ces articles et de ces connaissances. Donc, on le retrouve à pas mal d'endroits. En ce moment, on retrouve beaucoup de ressources éducatives libres par le ministère de l'Éducation nationale, en CC BY SA, en CC BY SA NC. Donc, c'est vraiment des licences qui sont utilisées de plus en plus souvent. Ben d'ailleurs, sur le dessin que tu as toujours à l'écran, on le voit hein, en bas à droite, le CC by SA, je pense, ou NC, je ne sais pas. Je ne Ouais. le vois pas d'ici. Mais du coup, là, on est voilà, sur l'usage de ces licences, effectivement. Moi, je pense qu'il y a vraiment, quand vous discutez sans doute avec des auteurs, la question à un moment donné de savoir s'ils ont un objectif d'avoir d'autres rentrées d'argent par rapport à ces œuvres par la suite ou pas. Et s'il y a du ou pas, je pense que c'est intéressant de se penser vraiment et se pencher vraiment sur les licences CC BY, CC BY SA pour s'assurer que en fait, ces images, elles servent un maximum, elles soient réutilisées, si elles sont belles et qu'elles valorisent le territoire qu'elle soit prise par le maximum de sociopros au lieu d'avoir des choses pas belles. Enfin, voir qu'elle soit libérée et mise même sur sur Commons, la bibliothèque de Wikipédia, qui après va permettre de voir ces images dans des recherches Google, dans des recherches, tout ça. Donc, de montrer aussi des images qui sont belles des territoires. Donc, ça, c'est vrai, des vraies interrogations, il me semble, à avoir aussi sur quel usage on a envie et comment est-ce qu'on peut rendre cet usage possible avec ces licences. Une question pour Gauthier de la part de Vincent. Quel droit as-tu sur les images drone? C'est-à-dire à quel niveau? Mais non, en fait, je me posais la question de. Il y a plusieurs projets comme OpenDroneMap, OpenAerialMap qui permettent en fait d'avoir un usage de format de fichiers de drone en fait. Mais ça, on pourra peut-être en discuter à côté. Mais enfin voilà, je ne sais pas quel droit tu as de te servir de ces images et d'en faire quoi. Mais selon les cas, qu'un format soit bloquant, enfin voilà, ça m'intrigue donc peut-être à discuter à côté. Euh, D'accord. Parce qu'après, bah, voilà, ces photos, les dernières photos drone en tout cas que j'ai fait réaliser, c'est exactement le même exemple enfin, que j'ai cité avant. C'est le photographe fait pas de contrat. Et du coup, on s'assure des droits par un échange de mails, en gros, quoi. Donc, on définit le besoin, il accepte l'usage des photos par un échange mail, mais derrière, il fait pas de contrat. Et du coup, j'ai vu une question, c'est l'office qui rédige tous les contrats de droit d'auteur ou chaque photographe?
malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de photographes qui le font pas, quoi. Donc après, Nous, l'office de tourisme, je pense, peut proposer un contrat aux photographes. Justement, c'était la dernière question pour Florian. Est-ce que c'est l'office qui rédige tous les contrats ou est-ce que c'est chaque photographe? non, non, nous, c'était Vendée Tourisme, enfin Vendée Expansion qui a fait un contrat avec le photographe. Et après, tout ce qui est nous en interne pour l'autre photographe, c'est lui qui nous a fourni le contrat, enfin la facture avec les droits de 2 ans, un droit de faire. Alors, qu'on avait déjà vu avec lui avant, mais c'est le photographe qui nous l'a fourni. Et donc tout ce qui était usages commerciaux, nombre de photos, qu'on pouvait utiliser sur les réseaux sociaux et tout ça. Et qu'une partie pouvait être aussi dédiée aux prestataires. Parfait, merci. Alors, je regarde du coup le chat pour voir s'il y a d'autres questions. A priori, Camille, Moi, tu me fais signe que tout est OK ou est-ce qu'il y a des Oui, compléments? non, tout est OK. moi, c'est juste une question Ah, de ici, il y a juste une question qui vient d'apparaître. L'usage non commercial peut-il exclure la presse qui est vendue? Bah oui, oui. puisque c'est vendu. Donc, clairement, alors attention, on va quand même préciser quelque chose que j'ai peut-être oublié de rappeler. En tant qu'auteur, si vous mettez quelque chose en non commercial, ça ne vous empêche pas, vous, en tant qu'auteur, après, de le vendre à quelqu'un ou d'autoriser quelqu'un à s'en servir parce que vous êtes toujours l'auteur. Vous posez une licence de fait, c'est celle qui est par défaut, celle que vous posez, que vous rendez publique, mais vous êtes toujours l'auteur. Et derrière, si vous décidez de la donner à certains, vous pouvez la donner à certains ou la vendre à certains. Vous êtes toujours l'auteur, hein, bien évidemment. Enfin, ça, c'est important de garder en tête. En particulier, on le retrouve aussi sur le CC by SA. Certaines revues refusent le share alike parce qu'ils ne souhaitent pas partager ensuite l'ensemble de leurs revues de manière ouverte. Mais un auteur qui a mis en CC by SA peut décider pour une revue de dire c'est juste du CC by, vous me citez et je vous donne le droit d'avoir l'utilisation de cette image dans une revue qui ne sera pas partagée en licence libre. Voilà, juste pour préciser, vous, en tant qu'auteur derrière, vous êtes toujours effectivement propriétaire et vous avez le droit. Donc, je pense que je reprends le métier. ouais, alors, ouais. Après, j'ai vu qu'il y avait différents supports, Benyat, sur ce que tu as utilisé, effectivement. Mais je me demande aussi quels sont les CGU et les conditions générales d'utilisation qui ont pu être signées à un moment donné et dans quelle mesure les mettre en CC by SANC tel que tu en parlais sur un logiciel permet comme tu as dit que tu l'avais mis sur, j'ai raté j'ai oublié le nom là tout à l'heure. Tac, tac, tac. C'était sur Flickr. Donc, quels sont effectivement à un moment donné les droits de cession à Flickr qui ont été faits ou pas, qui sont différents. C'est pas forcément les mêmes. D'où CGU, licence et tout ça. Mais en tant qu'auteur, vous gardez par contre dans tous les cas la main dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions éventuellement? Moi, j'ai répondu sur le chat par rapport au logiciel de Duplicata, parce que pareil, hein, nous, on avait énormément de vidéos en dupliqué. Il faut que je retrouve le nom, parce que je l'ai installé sur mon autre ordinateur, et qui nous a quand même permis de sauvegarder, enfin, de supprimer plutôt presque 100 gigas de vidéos, quoi. Donc, c'est énorme et très pratique. En fait, ça reconnaît directement en fait l'image et c'est assez puissant et ça nous a épaté et du coup ça nous a permis de faire pas mal de place. Je trouve ça, Tu nous donneras le nom à l'occasion? c'est Ça marche.
Très bien, je vois qu'il est midi, nous avons débordé d'un quart d'heure ce web séminaire. J'espère qu'il vous aura apporté voilà, les éléments que vous veniez y rechercher. Il a été enregistré, donc il sera en replay sur notre chaîne YouTube. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et nous les redirigerons si besoin. Merci à tous.